Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette cinquième édition du Mois du Genre, le festival universitaire de l'Université d'Angers, consacré aux identités de genre et à l'émancipation. Alors nous nous retrouvons ce soir autour du projet pluridisciplinaire Mauvaise fille, incorrigible et rebelle, qui marie recherche historique, scientifique et création artistique. Ce projet vise à réfléchir à la place des filles, des jeunes filles rebelles dans l'histoire, rebelles aux normes sociales, aux normes religieuses, aux normes juridiques, aux normes médicales qu'elles ont affrontées. Et ces normes sont bien évidemment genrées, on va y revenir dans cette présentation. Alors, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de revenir sur la jeunesse de ce projet avec Servan Daniel qui est là avec moi. Et puis ensuite, on visionnera deux portraits et témoignages qu'on commentera brièvement. Et puis surtout, on attend vos questions ou commentaires que vous pouvez nous laisser et on y répondra. Alors, je vous présente d'abord Servan Daniel, qui est comédienne, metteuse en scène, Tout à et fait. avec qui on a travaillé sur ce projet Mauvaise Fille. Moi, je m'appelle David Niget, je suis historien ici à l'Université d'Angers, et j'ai, avec d'autres camarades et collègues, Véronique Blanchard en particulier, et Arnaud Micelli, réalisé cette web-série documentaire Mauvaise Fille. On va peut-être commencer, Servan, par revenir sur la jeunesse de ce projet, pour essayer de le remettre un petit peu en contexte et rappeler son histoire. Alors, ce projet Mauvaise Fille, ça commence par un collectif d'historiennes et d'historiens qui se réunit autour de 2014-2015 pour faire une expo sur un sujet à l'époque un peu invisible dans les radars de la recherche, c'est-à-dire la place des jeunes femmes, des jeunes filles dans le système de protection judiciaire de la jeunesse qu'on a longtemps pensé, comme tout un tas d'institutions, comme étant destinées principalement à corriger les garçons, alors qu'en réalité, il y a toute une histoire des institutions de prise en charge et de correction des jeunes filles. Donc cette expo, elle a été mise en place en 2015. Elle a donné ensuite lieu à la rédaction d'un ouvrage qui s'intitule Mauvaise fille, incorrigible et rebelle, qu'on a eu la chance et le plaisir de rédiger Véronique Blanchard et moi-même avec les éditions textuelles, où là le dispositif était déjà, et on va le retrouver tout à l'heure dans la web-série, était déjà de créer un certain nombre de portraits en partie fictionnalisés, pour la bonne et simple raison que ces mauvaises filles, elles laissent peu de traces dans les archives, surtout quand on remonte un peu le temps et qu'on remonte vers le 19e siècle. Alors là, c'est difficile d'avoir une biographie finalement d'une jeune fille délinquante. On a quelques éclairs comme ça qui nous interpellent, mais on est obligé finalement, si on veut essayer de reproduire ou reconstituer des trajectoires de vie, de constituer patiemment, de mettre bout à bout des archives, d'essayer de les coudre ensemble et de restituer ce qui pourrait être une vie de jeune fille délinquante. Et donc on a déjà dans cet ouvrage créé un certain nombre de portraits fictionnels, fictionnalisés. Alors c'est pas de la pure fiction, hein, puisqu'en réalité ça a toujours été fondé sur des archives historiques précises, documentées. Mais néanmoins, il y a l'idée voilà, d'une écriture. Voilà. Euh, Ce livre, quand il est sorti, on a décidé d'en parler le plus largement possible devant différents publics, parfois des publics de spécialistes. Ici à l'Université d'Angers, on l'a fait. Parfois d'autres publics. On a présenté ce livre dans des centres sociaux, on l'a présenté dans des théâtres, un petit peu partout en France, parfois même dans d'anciennes maisons de correction. Euh, et je pense à Alençon en particulier. Mm. Et à cette occasion-là, on s'est dit qu'on n'allait pas faire simplement une conférence, mais essayer justement de donner vie à ces portraits. Alors on s'est rapproché de Servan et d'Anaïs Arte, qui est une autre comédienne qui travaille sur ce projet-là et qui n'a pas pu être là ce soir, euh, pour donner vie à ces portraits, pour proposer à Servan et Anaïs les archives sur lesquelles on avait travaillé pour écrire, nous, de manière un peu littéraire, ces portraits dans le livre et leur demander de s'en saisir pour en faire du théâtre.
avec au départ une idée peut-être modeste qui était de dire on peut faire des lectures d'archives, ça se fait beaucoup, et puis finalement, voilà, Servan va peut-être compléter, mais finalement on s'est dit qu'une lecture d'archives, ça, c'était pas suffisant et que ces archives donnaient lieu à une véritable interprétation et à une écriture théâtrale en tout cas. Et donc on a voyagé pendant 2 ans un petit peu partout avec cette conférence théâtralisée qui a été vraiment quelque chose de riche et un moment extrêmement intéressant, avec plein de rencontres, plein de discussions, de très belles discussions. Et parmi ces rencontres et ces discussions, eh bien, on s'y attendait un peu, mais ça a pris une ampleur qu'on n'avait pas imaginée. Beaucoup d'anciennes, comme on les appelle, alors je ne sais pas si c'est un terme vraiment adéquat, en tout cas des femmes qui ont aujourd'hui 65, 70, 80, 90 pour certaines, qui ont été placées dans des institutions de correction, soit publiques, soit privées, religieuses ou d'État, eh bien, sont venus assister à ces conférences, à ce théâtre proposé par Servan et Anaïs, et nous ont interpellés. Nous ont interpellés parfois avec beaucoup on pourrait dire, d'empathie et de reconnaissance, de sympathie, de bienveillance, en disant « Ah, enfin, vous parlez de cette histoire dont on a eu honte toute notre vie, qu'on a cherché à cacher, qu'on n'a même pas pu avouer à nos maris, à nos enfants, et dont on témoigne du bout des lèvres à nos petits-enfants. » Et puis on a aussi été interpellés, parfois de manière un petit peu plus musclée, par certaines anciennes de ces institutions, nous disant « Mais de quel droit parlez-vous à notre place de quel droit prenez-vous la parole ? C'est pas que ce soit inintéressant, mais finalement, est-ce que nous, on n'a pas aussi notre mot à dire ?» Bon. Ces échanges étaient très pertinents et extrêmement enrichissants. Et de là, on s'est dit, on peut aller plus loin et faire une web-série. Cette web-série, elle a donc pour objectif, d'abord, de faire vivre un peu plus et un peu plus loin le théâtre qu'on a mis en scène de manière éphémère dans ces conférences. Et Anaïs Servan va y revenir. Et puis, de tenir compte de cette interpellation de ces femmes placées dans des institutions, de leur donner la parole à elles directement, et selon la forme qu'elles souhaitent, et le format qu'elles souhaitent, pour construire quelque chose avec elles. Donc on s'est lancé dans la création de cette web-série, dont le dispositif sur lequel je reviendrai un petit peu tout à l'heure repose sur la mise en scène de 9 portraits théâtralisés, d'une part, et d'autre part, de 9 témoignages de femmes, certaines étant des anciennes femmes placées dans ces institutions, d'autres étant d'anciennes éducatrices, d'autres étant des femmes engagées, féministes, intéressées à cette question des mauvaises filles qu'on a interpellées pour leur demander leur réaction, comme par exemple Michel Perrault ou Lola Lafont, écrivaine qu'on va interviewer prochainement. Donc voilà, en gros, quel est le dispositif de cette web-série. Alors ce qui est intéressant, et puis je vais donner juste après la parole à Servan pour qu'elle complète sur la dimension théâtrale de la chose, ce qui est intéressant, c'est que d'autres projets vont naître de cette web-série. Servan et Anaïs sont en train d'écrire et de mettre en forme à travers plusieurs résidences, dont une au centre Jean Villard qui vient de se terminer. Et vous excuserez Servan qui est un peu fatigué, elle sort de 3 jours de résidence, mais sont en train de mettre en forme une pièce de théâtre autonome, si j'ose dire, c'est-à-dire sans universitaires qui parlent pour brouiller leur message ou pour les reprendre, pour dire non. Bref, c'est une nouvelle création qui est en train de naître et qu'on aura le plaisir, je l'espère, de pouvoir voir l'année prochaine, dans le mois du genre 2022. On espère, tu as déjà bien décrit les choses. Effectivement, c'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment même et qui s'inscrit vraiment dans un processus, comme tu viens de le dire, de plusieurs années, de plusieurs rencontres, de rencontres évidemment avec toi, avec Véronique, de rencontres avec le travail donc des historiens et des historiennes qui n'étaient pas complètement neufs pour la compagnie dans laquelle on travaille, qui est la compagnie à la tombée des nues, puisqu'on travaillait déjà
en lien avec d'autres projets en lien avec le monde universitaire et des chercheurs et chercheuses et historiennes, mais pas sur, évidemment, pas sur ces archives-là. Donc rencontre avec ces archives et rencontre avec les femmes qui ont été enfermées, petites filles. Donc rencontre avec ces femmes par le biais des archives, rencontre avec ces femmes en direct, et à chaque étape du processus, que ce soit ce que tu disais, ce qu'on nomme la conférence théâtralisée, qui est vraiment donc qui est vraiment une première prise en main de ces archives et une volonté de donner déjà voix, d'aller plus loin dans le fait de donner de la voix, de donner de la chair. Une deuxième étape donc avec ce webdoc, cette web-série. Et puis cette troisième étape qui nous est apparue comme nécessaire et essentielle d'aller encore plus loin pour essayer de rompre encore plus l'invisibilisation qu'il y a eu de ces femmes, de ces jeunes filles, de ces victimes. Et puis pour tenter encore plus, parce que le théâtre le permet, de franchir aisément, tout en les nommant, les différentes prises de parole. C'est-à-dire que nous, et dans notre travail, on essaye en tout cas de ne pas parler à la place d'eux. On ne peut pas parler à la place d'eux. On peut donner voix, on peut prêter notre voix, nos cordes vocales, au sens propre, à des mots, d'autres, mais ne pas parler à la place d'eux. Ce que nous permettra, on l'espère, cette création. Et en continuant la collaboration avec toi, avec Véronique, mais aussi encore plus avec les anciennes des bons pasteurs. Voilà. Ok. C'est vrai que les intentions qu'on a essayé de partager ensemble dans ce projet, elles étaient finalement de montrer les injonctions extrêmement fortes des normes qui s'appliquent aux filles, qui sont des injonctions genrées, qu'on ne retrouve pas dans l'histoire des mauvais garçons véritablement, mais aussi en même temps de montrer leur capacité d'agir, de résistance, de subversion de ces normes, de lutte contre le patriarcat, parfois frontal, parfois plus feutré, voire ambivalente face à ces assignations genrées très fortes. Et il nous a semblé que faire justement une histoire des émotions, de la colère, de la honte par exemple, nécessitait d'autres outils que ceux traditionnels des sciences sociales. Et que le théâtre et la création audiovisuelle étaient finalement un mode de restitution de la densité, de l'épaisseur de ces émotions qu'on est bien en peine de pouvoir restituer de manière froide, je dirais, avec nos outils de sociologues ou nos outils d'historiens, d'historiennes. Et donc là, vraiment, enfin pour moi en tout cas, comme historien, j'ai beaucoup appris de cette collaboration, et donc on n'est pas du tout dans quelque chose qui serait de la valorisation d'une recherche finie. En fait, on continue à chercher et à travailler ensemble, vous dans les arts de la scène et puis nous dans les sciences sociales. L'idée, et puis ensuite on va justement peut-être essayer de donner à voir les résultats de ça, mais l'idée c'est de redonner la parole, de faire entendre la voix en tout cas de ces femmes, de ces filles dans l'histoire, pour susciter une écoute. Puisqu'en fait, d'une certaine manière, et on en parle beaucoup en ce moment, je pense que cette parole, elle existe depuis longtemps. Il suffit de se pencher dans les archives pour voir que ces femmes et ces filles, elles parlent et elles disent leur colère depuis longtemps, mais que ce qui manquait, en fait, dans le processus historique, c'était une écoute. Et donc, ce qu'on fait là, c'est essayer de susciter une écoute, de porter cette parole pour que les gens s'en saisissent, en quelque sorte. Favoriser l'écoute. Pour peut-être contribuer à redonner à ces femmes, aujourd'hui en tout cas, une visibilité dans le débat public, éventuellement faire entendre leurs demandes de reconnaissance et de réparation, qui est un processus en cours, mais qui est important. Et puis pour plus largement contribuer, je pense, et là on est dans le cadre du mois du genre, à l'avènement de sociétés plus égalitaires du point de vue du genre, dans le sillage
voix multiples qui se font entendre d'ailleurs depuis 2017 à travers le mouvement MeToo notamment. On sent bien qu'on s'est, sans trop le savoir quand on s'est lancé dans ce projet-là en 2016, on était en fait un petit peu à l'unisson de quelque chose qui était en train de naître, qui nous dépasse énormément et qui à mon avis, est de l'ordre de la rupture anthropologique dans nos sociétés actuellement. Alors, ce que je vous propose, ce qu'on vous propose avec Servan, c'est de prendre 2 temps de visionnage, d'abord d'un portrait, un portrait théâtralisé, et puis ensuite d'un témoignage, entrecoupé par quelques questions qu'on se posera mutuellement. On jouera au jeu de l'interview croisée. Le premier portrait, c'est celui de Patricia. J'en dis pas plus. Jeune fille des années 68, quelque part entre Bruxelles et Amsterdam. Je vous présente peut-être très rapidement l'interface de cette web-série. Vous voyez ici, on est dans le volet portrait. Donc vous avez, selon une temporalité en 3 temps, comme on aime bien faire en histoire, 9 portraits de filles, femmes du 19e siècle, pardon. On fera le 18e une autre fois, 1840, jusqu'aux années 2000. Avec Marie, Camille, Lily, Jeanne, Victoire, Émilienne, Patsy, donc, Elisabeth et Virginie, qui toutes ont une caractéristique particulière dans leur trajectoire de vie. Certaines sont vagabondes, d'autres ont dû subir un avortement, une est voleuse, l'autre est prostituée, et Patsy est donc cette jeune fille des années 68 qui se rebelle contre l'ordre établi. Alors, nous allons découvrir ce portrait ensemble. Elle pourrait s'appeler Patricia. Patsy. Elle serait née en Belgique. Elle aurait 17 ans en 1968. Elle pourrait vouloir changer le monde. Vivre autrement. Déjà, mes parents ont montré un peu le chemin. Une jeune bourgeoise avec un ouvrier, un immigré en plus, un rital. Tu vois le bazar? Je crois que c'est ça qui m'a chatouillé un peu, qui m'a donné envie de vivre autrement. Mes parents ont compris, ils n'ont rien dit quand j'ai quitté le lycée. Hop, ma mob. Ciao Bruxelles, ciao la Belgique, direction Amsterdam. T'as déjà entendu parler du mouvement Provo? Maintenant que j'ai des Provo dans la voiture, je voudrais bien savoir, expliquez-moi, qu'est-ce que ça voulait être alors, dans le temps? Bien, on voulait terminer la dictature du vieux. Pardon? De ma dictature alors? 2 belles années. La solidarité en pagaille, l'amour libre, en veux-tu, en voilà. Des actions des fois drôles, des fois un peu tendues. Et beaucoup d'envie d'évasion. T'as déjà essayé? Celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions. LSD. Casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Oh, attends. Ah, c'est là. Il y a ça aussi. Ça dit bien ce qu'on pensait. Ce que je pense toujours. Ah bah, les poulets. Quand je suis rentrée à Bruxelles, je me suis trouvé une place de figurante dans un théâtre. Tu vois, je crois que le théâtre peut changer le monde. Et puis avec ma paye, j'ai pu me prendre un petit studio. Tout petit, mais hyper bien mis. Mes parents ont flippé un brin. Et puis, ils se sont dit que, vu que je l'étais déjà, émancipée, je veux dire, eh bien, il fallait que je le sois vraiment, au niveau juridique. Et là, il y a eu malaise. Le juge, il n'a pas pensé comme eux. Loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse. Article 2. Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir lorsque la santé, sécurité ou moralité d'un mineur est mise en danger,
soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde. Comment tu veux qu'un juge ça pense correctement, alors que ça passe son temps à juger les autres? Ordonnance de juillet 1968. Mise en observation de la jeune Patricia, à l'établissement d'observation d'état de Saint-Servais. Expertise médicale et psychologique. Hé, regarde ce que m'a écrit une copine. Quelle bête planète que les prisons, qui croient sauver les jeunes en les mettant en boîte. Pour le vieux con qui lira cette lettre avant toi. Il y a un problème qui est un problème de contagion à l'heure actuelle, c'est celui de la drogue, qui a été introduite chez nous par les hippies et les beatniks, et qui semble avoir fait des ravages assez importants. Il y en a marre, hein? Ouais, il y en a marre. Ouais, tu comprends ça? Il y en a marre, je sais pas toi, mais... Moi, il faut absolument que je sois partie d'ici avant jeudi soir. Rapport d'observation. Patsy ne peut vivre dans un groupe sans démolir son unité et sa cohésion. Tous les thèmes, beatnik, liberté, indépendance, laisser-aller général sont diffusés et exercent une influence désastreuse sur celui-ci. Traitement médical prescrit. Un largactyle et un luminal le soir. Je m'appelle Patricia, mais on dit Patsy. J'ai 17 ans. Je suis née pour être libre. Patsy est une jeune fille vraiment formidable parce qu'elle a le goût de la liberté, elle a le goût de l'émancipation, elle est vraiment extrêmement déterminée pour vivre une vie libre. C'est une voyageuse, c'est ce qui est très fort aussi dans son parcours, c'est qu'elle décide de quitter Bruxelles pour se rendre à Amsterdam, parce qu'à Amsterdam il y a le mouvement des provos, c'est-à-dire un mouvement à la fois de rébellion et d'engagement politique extrêmement fort, qui pose des questions déjà finalement qui anticipent sur des réalités qui seront postérieures, notamment sur la question de l'écologie. Les provos sont très sensibles à la dimension environnementale de leur engagement. Et Patsy vit pleinement cette politisation, mais qui est aussi, elle le vit de manière très existentielle. Voilà, il y a une cohérence d'existence que j'aime particulièrement chez elle. Alors le personnage de Patsy, qui est d'ailleurs pas tout à fait un personnage, puisque vraiment elle ressemble très fort à une des jeunes filles que j'ai pu trouver dans les archives d'institutions en Belgique, vient toucher cette corde assez sensible du passage de la réaction parfois émotionnelle qui peut être celle des jeunes filles face à une situation d'injustice à quelque chose de plus politique. Les jeunes tout particulièrement, mais pas seulement, et une partie en tout cas de cette jeunesse se met à s'interroger sur ce qui apparaissait jusqu'à présent comme évident, se met à se poser des questions sur l'ordre social, l'ordre politique, l'ordre moral. Ces jeunes le font en particulier dans une dimension qui est très internationale, qu'on pourrait même dire internationaliste. Après San Francisco et Londres, Amsterdam a été le théâtre d'une grande démonstration organisée par les hippies néerlandais. En dépit des apparences, les hippies n'ont rien à voir avec une certaine faune désœuvrée qui hantait un moment les berges de la Seine. Au nihilisme et à la passivité des beatniks, ils opposent la foi et le dynamisme. Foi en l'homme et en sa bonté originelle et foncière, dynamisme dans la façon de proclamer la nécessité d'aimer son prochain. Un programme banal en somme, s'il ne s'y ajoutait de coutumes discutables, les hippies sont partisans d'une totale liberté sexuelle et de l'usage de produits hallucinogènes. Les jeunes filles et les jeunes femmes ont une place tout à fait importante dans cette mobilisation de mai-juin 1968, même si on leur donne assez peu la parole et elles sont restées relativement invisibilisées. Et c'est tout à fait regrettable parce que ça ne rend pas du tout justice de la place qu'elles ont occupée. On a souvent postulé le fait que les filles des classes populaires étaient déconnectées en quelque sorte de mai 68. En réalité, ce n'est pas vrai. D'une certaine manière, elles étaient concernées depuis très longtemps par ces questions liées au corps, que le mouvement 68 met au cœur de ses revendications, et elles vont se saisir de cette brèche révolutionnaire
que représente mai 68 pour pouvoir venir converger en quelque sorte dans les revendications, au sein des revendications féministes de ces années-là. Je pense que 68 ouvre à une autre partie de l'histoire et on est vraiment face à une révolution anthropologique à cet égard parce que après 68, dans le sillage de l'événement et en même temps en opposition à ce qui s'est produit, c'est-à-dire avec encore une fois cette manière de ne pas entendre la parole des femmes, eh bien celles-ci l'ont prise, cette parole. Elles se sont organisées comme telles, comme femmes, dans des groupes femmes, évidemment avec les mouvements féministes. Il y a ça aussi. Ça dit bien ce qu'on pensait. Ce que je pense toujours. Ce qui est très impressionnant dans la trajectoire de Patsy, c'est qu'elle a cette cohérence d'existence jusqu'au bout, c'est-à-dire lorsqu'elle est placée précisément en institution, elle ne peut pas l'accepter et donc la révolte qui est en elle, qu'elle porte en elle depuis des années et qu'elle a encore nourrie grâce à cette expérience qu'elle a faite à Amsterdam dans le milieu des provos, eh bien cette expérience, elle en fait porter les fruits en quelque sorte dans la rébellion qui se dessine pour elle dans l'institution, c'est-à-dire qu'elle se révolte. Il existe une généalogie des révoltes juvéniles dans les institutions, et en particulier dans les institutions pour filles. On les voit fleurir, je dirais, à la fin des années 30, au début des années 40. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les premières grandes révoltes en institution pour les filles sont des révoltes collectives. Et puis progressivement, dans les années d'après-guerre, ces révoltes deviennent plus individuelles. Ce sont des actes d'insoumission, des actes de résistance, des actes de subversion qui correspondent peut-être à la façon dont les institutions traitent de manière plus psychique, je dirais, les problèmes des jeunes. La solution qui est trouvée à ces insurrections dans les institutions pour filles, c'est très paradoxal, c'est d'utiliser, à partir de la fin des années 50, les neuroleptiques comme nouvelle forme de traitement un peu magique, hein, comme ça, des comportements erratiques, des comportements violents en particulier, des actes d'insoumission. Donc les neuroleptiques, c'est un peu la dernière entre guillemets, invention qui a vraiment basculé, ou qu'on dit avoir basculé la psychiatrie. Donc c'est un médicament qui est défini comme ayant des actions ou des effets sur des psychotiques dans les années 50, au début des années 50, où on est en train d'essayer plein de molécules. Donc c'est un médicament qui est très sédatif, donc qui vous ralentit beaucoup, qui a beaucoup d'effets secondaires, donc prise de poids, vous commencez aussi à trembler, donc des effets de sorte de Parkinson. Moi, puisque je travaille sur l'institution psychiatrique, je sais que dans l'institution psychiatrique, le médicament, comme la psychochirurgie, a servi, ou comme le choc, a plusieurs fonctions. Il y a une fonction thérapeutique affirmée, et il a aussi une fonction de gestion des troubles dans l'institution. Plus on fait de troubles dans l'institution, plus on va être mis à l'écart dans les pavillons spécialisés, plus on va être l'objet de la psychochirurgie, ça c'est une évidence. Et donc les neuroleptiques, lorsqu'ils arrivent, pas au début parce que c'est un petit peu tâtonnant, etc. Mais après, l'injection qui permet de tasser, ce qu'on appelle tasser l'individu pour le calmer, ça c'est quelque chose qui existe encore évidemment aujourd'hui. Mais moi, en tant qu'historien de la psychiatrie, pour moi c'était un médicament clairement psychiatrique. Et donc en lisant là les dossiers, notamment celui de Patsy, ce qui est étonnant, ou on pourrait dire hallucinant, c'est que ces médicaments sont utilisés pour des filles, des femmes, qui ne sont pas du tout psychotiques, qui n'ont justement n'entendent pas de voix, qui n'ont pas des hallucinations, mais que là, le médicament est entièrement et uniquement utilisé pour les calmer. Donc c'est un simple sédatif et il n'y a aucune valeur thérapeutique. Et c'est le cas notamment de cette institution dans laquelle est placée Patsy, Saint-Servais, en Belgique, qui vont réouvrir des sections spéciales, c'est leur nom, pour ces jeunes filles qui ont un comportement problématique et qui vont faire l'objet d'un traitement de neuroleptiques et d'antidépresseurs assez massif, et ce dès la fin des années 50, sans qu'il soit d'ailleurs question de ce type de traitement dans les institutions pour garçons à la même époque ou très peu. Donc là, c'est tout à fait symptomatique de la façon dont on problématise et dans la façon dont on tente de répondre à la rébellion féminine dans les institutions. Dans ces années 50 et 60, on a paradoxalement un retour d'un ordre disciplinaire avec ce traitement médicamenteux
des comportements violents. Traitement médical prescrit. Un Largactil et un Luminal le soir. Je m'appelle Patricia, mais on dit Patsy. J'ai 17 ans. Je suis née pour être libre. Alors, sur Patsy, que vous avez peut-être vu, on l'espère en tout cas, moi j'avais quelques petites questions à poser à Servan. D'abord, tout simplement, comment, Servan, est-ce qu'on se saisit d'une histoire comme ça de mauvaise fille, entre guillemets, et des archives quand on est comédienne et metteuse en scène? Et qu'est-ce qu'on en fait? Je crois alors je vais dire un on qui englobe ma petite personne, mais l'équipe que nous constituons, le binôme que nous constituons avec Anaïs Sarté depuis le début sur ce travail. Ce on qui a d'abord pris les archives, je crois, enfin on a tenté en tout cas avec énormément de respect. Sachant que derrière chaque feuille, chaque écrit, on sait qu'il y a des gens. Des gens qui, pour certaines sont décédés depuis longtemps, pour des archives qui remontent jusqu'au 19e siècle. Et puis évidemment, aussi énormément de respect, puisque derrière, y a des parcours et de parcours de femmes vivantes aujourd'hui. Donc beaucoup de respect. On a aussi appréhendé ces archives, non pas avec une archive, mais tout d'abord, je crois que ça a été vraiment le choc de la pluralité, de la masse de ces archives, c'est-à-dire de la masse de ces jeunes filles enfermées, victimes de ce système. Alors Anaïs et moi, nous sommes comédiennes, nous faisons du théâtre notre métier, et nous travaillons ensemble parce qu'on a des valeurs communes. Qu'on défend dans notre travail, qu'on essaie de défendre aussi sur les planches, qui sont un travail autour de... ces valeurs sont... le féminisme. Le féminisme, voilà, notamment. En tout cas, un travail sur la volonté des destructions des différentes injonctions qui peuvent nous pourrir la vie. Et avec ce parcours-là de femmes féministes que nous sommes, on a malgré tout été extrêmement surprise et extrêmement choquée d'apprendre cette histoire et ces histoires. Ce qui nous a permis après, quand on est rentré dans le travail aussi, d'avoir toujours en tête que voilà, ça s'inscrivait dans un long mouvement, qu'il était temps de nommer. Qu'il était temps de nommer et puis donc en collaboration, toujours avec Véronique et toi, ça a été le respect des personnes derrière ces archives, le respect de leur nom, donc l'anonymisation aussi, qui était très importante, la volonté de ne pas rendre victime deux fois, hein. Et puis d'essayer de, je crois, mettre en relief ce qu'on entendait à travers les archives, que vous aviez nommées aussi, mais que notre voix théâtrale est capable de plus souligner encore. De faire résonner. Ouais, de faire résonner. C'est-à-dire la différence entre ce qu'une jeune fille ou une petite fille, parfois, peut écrire, peut dessiner. Voilà, on a eu accès à des dessins, à des lettres écrites à une amie, écrites à un amoureux, écrites à une amoureuse, écrites à une maman, à un papa. Donc vraiment des jeunes filles qui sont pleines de vie. Et l'énormité de la sommation, de l'injonction institutionnelle derrière. Et c'est vraiment ça qui a été extrêmement choquant et qui nous a énormément habités dans notre travail et dans notre volonté de restitution de ces mots-là. Et dans votre travail d'écriture théâtrale, il y a toujours aussi cette volonté de citer les archives, enfin de rappeler au spectateur ou à la spectatrice que ce qui sort de votre bouche, ce n'est pas
c'est pas de la fiction, que ça vient puiser précisément, y compris les mots qui sont utilisés par différents acteurs dans les archives. Alors d'un côté, des mots qui sont plutôt des mots d'enfants, effectivement, qui peuvent paraître tout à fait ordinaires en quelque sorte, des enfants avec leurs soucis, leurs affects, leurs émotions, leurs envies, leurs désirs. Et puis de l'autre côté, les mots des experts, du juge, du psychiatre, des éducatrices, des religieuses, qui, eux, sont bien souvent très froids, très jugeants. Et en fait, dans votre travail d'écriture, en fait, vous citez, vous revenez régulièrement à l'archive. Oui, parce que c'était important, encore une fois, c'est important de savoir... d'où on parle et qui parle, et de dire que ces mots-là sont des mots qui ne viennent pas de notre imagination. Ça pourrait aussi dire autre chose, hein, mais que ces mots-là sont réels. Donc, dans un premier temps, sur la conférence théâtralisée, effectivement, tout ce qui sortait de notre bouche, c'était vraiment des mots. Le texte, hein, c'est... Le texte, c'est de l'archive. Merci. J'allais te citer, donc je te laisse te citer toi-même. Le texte, c'est l'archive. Ce qui permet aussi je crois en tout cas, de faire entendre une... Alors votre travail à vous, c'est parfois de contextualiser, de dire voilà, cette période-là, qui est au 19e, cette période-là, on savait le matin dans les années 50. Et nous, c'est de dire à chaque fois, en fait, ce sont des gens qui parlent. Ce sont des enfants de 12 ans, ce sont des jeunes filles de 16 ans. Et en fait, quelle que soit l'époque, ça reste... elle reste une petite fille de 15 ans, de 10 ans, assommée, enfermée, jugée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une petite fille, par voilà, des représentants d'un ordre moral. Et dans le portrait de Patsy qu'on espère que vous avez pu voir, on voit que cette jeune fille, dans les années 68, qui était un moment un peu charnière où des libertés s'ouvrent, mais où en même temps un certain nombre de disciplines restent très très fortes, avec ce qu'on pourrait appeler des injonctions contradictoires, on voit que Patsy, elle est regardée par des professionnels de la protection de la jeunesse comme une jeune fille irresponsable, dont les actes ne sont jamais politiques mais pathologiques. Et alors, je me demandais comment est-ce qu'au théâtre, on essaye de renverser un peu cette vision, comment est-ce qu'on essaye de politiser en quelque sorte les émotions ressenties par cette jeune fille. Parce qu'on lui donne du souffle, je crois. Parce qu'on lui donne l'inflexion d'une voix et que tout d'un coup... on essaie de donner aussi un rythme. Alors, ça va peut-être paraître un peu poétique ou je ne sais quoi, mais c'est ce qui me vient là à l'esprit. On lui essaie de prêter notre battement de cœur au sens propre du terme, hein, et que d'un coup, cette jeune fille qui aspire juste à s'inscrire dans son temps et à la liberté, on essaie de donner cette respiration-là de liberté, je pense, dans les mots qu'on lui prête et qu'on a pu voir dans les archives. Okay. Je sais pas si ça répond. Oui, très bien, c'est très, très éclairant. Je vous propose maintenant de visionner le témoignage d'une ancienne jeune femme placée dans ces institutions. Donc là, on n'est plus dans la représentation théâtrale, mais dans le témoignage. Alors c'est le témoignage d'André qu'on va écouter ensemble. Et voir ensemble. Vous allez le voir, André n'a pas souhaité parler à visage découvert. Et ça, on va y revenir. C'est vraiment important pour nous d'essayer de construire avec les personnes un dispositif qui leur convienne. Mais par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est retrouver un document qui est extrêmement précieux, qui est à ma connaissance le seul film réalisé à l'intérieur d'une institution religieuse de type maison de correction dans les années 1950. On est à Nantes, cette institution s'appelle les Dames Blanches, elle a fermé à la fin des années 1970, mais là on est en 1952, et on va pouvoir écouter le témoignage d'André et les images de cette institution du Bon Pasteur qui sont des images uniques. Ces murs aux fenêtres fermées, que cachent-ils ? Les Nantais en parlent à demi-mot, comme de quelque chose qu'ils craignent. Une prison, peut-être. L'aspect extérieur en est le même.
Et pourtant, s'ils regardent plus haut, ils aperçoivent la croix. Elle domine l'ensemble des bâtiments, du jardin et tout le voisinage. Voici un extrait du reportage de Fernand Baron tourné en 1952. Ce médecin nantais, cinéaste amateur, y présente la congrégation de Notre-Dame du Refuge, appelée à Nantes les Dames Blanches. Ces images sont rares car elles permettent de pénétrer à l'intérieur d'une institution religieuse qui pendant plus d'un siècle a accueilli des milliers et des milliers de filles pour les élever mais aussi pour les corriger. Ces filles, enfants ou adolescentes, sont orphelines ou abandonnées. Elles ont pu être confiées aux religieuses par leurs parents en difficulté ou par l'assistance publique. D'autres, considérées comme déviantes, sont conduites aux Dames Blanches par leurs parents mécontents ou par la justice pour être rééduquées. Les Dames Blanches, à Nantes, ont accueilli ces filles jusqu'aux années 1970. Il s'agissait d'une institution fermée, un couvent avec ses jardins, sa basse-cour et ses ateliers de travail, situés rue de Gigant, au cœur de cette ville portuaire très animée. Sur ces images, nous voyons un regroupement d'anciennes pensionnaires qui viennent célébrer en 1991 le 350e anniversaire de la fondation de la congrégation. Ces jeunes filles, devenues femmes, peuvent raconter leur expérience de l'institution. C'est l'une d'entre elles, André, que nous avons invitée à témoigner. Elle ne souhaite pas s'exprimer à visage découvert. Vous entendrez donc une conversation avec David Niger, historien, spécialiste de l'histoire des institutions d'accueil pour jeunes filles. Ma mère, notre mère, malheureusement, elle m'a pas élevée. Parce que on a été placés pour des raisons de sa situation à elle. Donc elle n'était pas reconnue pour nous élever. Donc on était pris en charge par l'assistance publique qui nous ont placés chez les sœurs. Jusqu'à 14-15 ans, j'ai toujours voulu la retrouver. Parce qu'autrefois, on ne nous disait pas pourquoi qu'on était là. Et ça a été aux oreilles de la supérieure. Quand elle a vu que je voulais me sauver de la pension pour aller retrouver ma mère, il était temps qu'on me mette au parfum, parce qu'on ne savait pas pourquoi elle m'avait mis là, pourquoi. Donc, quand elle m'a dit la vérité, fini. Ma mère, j'en parlais plus, ni quoi que ça m'a carrément coupé l'envie de la revoir. Et quand vous arrivez chez les sœurs à 4 ans, oui. 48, donc c'est votre deuxième naissance? Ah, moi, c'est ma maison. Je suis née là, pour moi, à 4 ans. J'ai des flashs d'être dans une maison, c'était des religieuses, c'était assez sombre, elles étaient en blanc, c'était l'assistance publique. J'ai sauté dans les bras de la sœur, mais on ne pouvait pas l'appeler maman. Parce que dans ce temps-là, c'était des religieuses. Mais pour nous, c'était notre maman. Quand on rentrait dans une section, s'il y avait 2 prénoms comme nous, mettons Jacqueline et puis moi André, il y avait déjà une Jacqueline. Donc, il fallait changer de prénom. Moi, on ne m'a pas changé mon prénom. Parce qu'il n'y en avait pas, mais la fille qui est venue après moi, qui s'appelait André, on l'a appelée Andrea. Au réfectoire, la nourriture du corps passe au second plan. Le spirituel garde sa prééminence. Elle prie avant de prendre le repas. Toujours frugal d'ailleurs. Silencieux comme le demande la règle. Elles écoutent la lecture spirituelle. Elles prient toujours. Elles prient partout parce qu'elles connaissent la grande misère du monde et demandent à Dieu de pardonner à tous. Puis il y avait quand même des consignes, tout en étant petite, comme au régiment. Telle heure on faisait ci, telle heure on faisait ça, c'était comme ça. Donc on savait le matin, on se levait à 6h30 ou à 7h, je sais plus. Bon, soit qu'on allait à la messe parce que c'était réglementaire. Après, il y avait l'école. On allait à l'école qui était par les religieuses qui nous faisaient l'école. Il y avait 2 religieuses. Et toute petite, vous aviez que l'école ou vous faisiez aussi d'autres activités dans la journée? Nous, il y avait quand même du sport pour ceux qui étaient capables. Moi, jamais. J'avais le derrière trop lourd. Et puis, autrement, on faisait donc... il y avait un terrain de sport à la maison. Donc, il y avait quand même des cours de gym quand même. Alors, on faisait du travail manuel. On faisait du canevas, on faisait du tricot, c'est comme ça que j'ai appris à tricoter. Et puis, il y avait quand même de la couture qu'on faisait. On nous a appris à faire les ourlets, à faire la broderie, du canevas. Il y avait des livres? Alors là, je ne sais pas si on avait je pense pas qu'il y avait une bibliothèque. Non, c'était une personne qui lisait. Soit quand on était à table,
Il y avait quelqu'un qui faisait une page de lecture, ou une maîtresse, parce qu'on appelait ça une religieuse, qui nous faisait la lecture aussi. Donc là, il fallait se taire. Vous avez des souvenirs de toute petite jouer, comme on le voit dans le film? Oh que oui, oh que oui. Et le Noël qui était marquant pour nous, est-ce on allait donc, ça va se passer là, on allait mettre nos souliers dans une grande salle qui était religieuse. Donc on mettait nos souliers et on allait donc à la nuit, et le lendemain, on allait chercher notre jouet. Donc c'était en rang, on avait nos, alors il fallait que ça soit propre et tout ça, d'une joie de recevoir des jouets, et c'est là que je me rappelle d'avoir commandé une petite poupée, et je l'ai eu, mon baigneur, que j'ai gardé jusqu'à moi 16-17 ans. Leur austérité n'est pas insensibilité. Il suffit de les voir avec les petites orphelines, à qui ils se sont voués pour constater toute la délicatesse de leur cœur, semblable à une maman, à une grande sœur. Les petites ne se plaignent jamais. Elles passent leur journée à courir dans les couloirs, aller de l'une à l'autre, trouvant ici un gâteau, une sœur pour s'intéresser à elle, là un jouet. Quand on était à table, il ne fallait pas parler. Silence. Silence, souvent? Tous les jours, c'était silence. On n'avait pas le droit de parler, pas le droit c'était rangé deux par deux. Et la première qu'on entendait parler, Mais quand on n'a pas le droit, des fois on le prend, non? Mais ah ben c'est arrivé, c'est arrivé. Oui, moi personnellement, j'en ai fait baver à une religieuse. Parce que pour apprendre sur j'étais pas sage, donc on avait une page de lecture à apprendre par cœur. Moi je disais c'est bien, si tu veux pas qu'on dort, toi non plus tu dormiras pas. Donc je faisais exprès d'attendre le plus tard possible. La religieuse, elle dormait dans votre dortoir? Non, elle avait une petite chambre. Et le coucher, ça se passait c'était à quelle heure? Ah, alors que c'était bien ça. L'été, on se couchait à 9h, parce qu'il faisait jour, donc on avait le droit. Mais autrement, le soir, on se couchait comme des poules, quoi, presque. Alors, l'hiver, on n'aimait pas trop ça, donc on n'avait pas de chauffage dans les dortoirs. Là, il y avait la glace une année, je ne me rappelle plus à quelle année, c'était 61 ou 62. Il y avait de la glace le long des vitres, comme ça. Et on dormait. Donc on avait 3 couvre-pieds à peu près dans le lit, pour pas qu'on ait froid. On n'avait pas de bouillotte. Hein. Donc, alors là, on ne traînait pas pour entrer dans le lit, hein, mais bon. Et à 9h, extinction de feu. Comme à l'armée, pareil. Avance. T'es bien comme toutes les autres, avec le diable au travers du corps. Il y avait des cellules. Là, les filles, quand il fallait vraiment avoir fait une grosse bêtise, hein. Mais elles étaient dans une cellule, donc ni chauffée, avec le lit scellé au sol. C'était vraiment une cellule. Moi, j'ai été faire un tour. C'est pour ça que je le dis. Mais qu'est-ce que vous aviez fait? Parce que j'avais pas voulu obéir à une religieuse. Et c'est ma frangine qui m'a mis en cellule. Elle s'en souvient. Je lui ai dit, je me rappelle, elle m'avait mis par l'épaule, et elle me dit, c'est pas pour... J'ai dit, mais si, je me rappelle de ça. Alors il y a des fois, je suis en veux, des fois. Pourquoi c'est elle qui faisait ça? Parce qu'elle était responsable d'un secteur, donc c'était elle qui prenait qui commandait, quoi. Voilà. J'ai vécu. J'ai vu des choses que je ne dirai pas, bien sûr. Puis même impensable. Mais bon, là, ça, je ne le dis pas. Mais c'est pas possible. Mais je suis levée depuis 3 heures. Ça serait sec? Prétentieuse. Va avec l'épiceuse. L'hygiène, c'est quelque chose de particulier dans une grande institution comme ça. Alors,
Alors si je vous disais qu'on se changeait une fois par semaine, la culotte, la chemise. Et on avait en même temps le soir pour voir si on avait fait pipi dans la culotte. Et quand on avait malheureusement fait là, ou dans le lit ou comme ça, on nous mettait la culotte sur la tête. À l'adolescence, un peu plus compliqué aussi. Voilà. On en avait parlé la dernière fois. Moi, si on veut aller par là, j'avais 15 ans quand j'étais formée. Donc j'ai appris, c'est mon dire, de voir les filles. Quand ça m'est arrivé, je savais ce que c'était. Mais autrement, non. Les filles, elles demandaient qu'est-ce qui se passait. L'instruction n'est pas négligée. Elles sont toutes préparées au certificat d'études et au CAP par un travail quotidien avec des classes de différents niveaux. Certaines apprennent la sténodactylo pour devenir secrétaire. Tout à l'heure, nous verrons que l'enseignement ménager y est donné dans des conditions absolument parfaites. Quand vous êtes sorti à 21 ans. Avant 21 ans. Et ça s'est passé comment pour vous la sortie? Ben, moi j'ai eu une chance, moi. Je le dis franchement. Grâce là, j'étais quand même au Lion d'Angers, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, au château de l'île Briand, chez une comtesse. Donc j'allais à Pâques, j'allais aux grandes vacances. J'ai appris là. J'étais chez un médecin, travaillé docteur Dehec, boulevard Saint-Aignan. Ils m'ont envoyé à Angers chez un avocat, travailler, toujours employé de maison, hein, tout le temps. Donc j'ai connu la vie du dehors. Cap et chapeau melon. C'est ainsi que Daniel Echter, couturier de 23 ans, voit les lycéennes d'aujourd'hui. D'une collection insolite qu'il a présentée dans la rue en compagnie d'une consoeur. Et donc au moment de la sortie, ça s'est bien passé? Ah bah oui. Parce que ma sœur, elle n'a pas eu cette chance. Elle a, comme on dit, elle a été dans la gueule du lion. Ouais. Elle me le dit souvent, elle dit, t'as été plus vite dans la vie que moi. On avait peur de tout. On se promenait dans les rues, des trucs comme ça, dès qu'on avait l'impression qu'on était suivis, on était des vrais, enfin pas moi, mais bon, c'est arrivé. Ils avaient peur de tout. Une voiture qui s'arrête trop près de nous, on nous a foutu tellement les pétoches. Même étant mariée, j'ai toujours continué à aller chez les sœurs, avec mon mari, avec les enfants. J'ai toujours été tout le temps. Je les ai jamais laissés. La preuve, quand je me suis mariée, c'est les sœurs qui m'ont habillée. J'ai pas eu droit à ma robe blanche parce que j'avais eu ma fille. Mais... Et quand vous retourniez voir les sœurs avec votre mari et vos enfants, j'étais contente. Et les sœurs, elles t'aiment ça? Ouais. Moi, c'est ma maison, elles m'ont dit, tu peux venir quand tu veux. Bien, c'est un témoignage très fort qu'on vient d'entendre. Alors, une question pour toi, David, c'est comment vous avez travaillé pour rencontrer André, pour recueillir son témoignage? Voilà, combien de temps ça a pris, quelles étapes? Alors c'est un travail de longue haleine en fait, parce que une parole comme ça, elle se livre pas d'emblée comme ça. Moi j'ai rencontré André, à vrai dire, en cherchant des archives d'abord, comme tout historien, en chasse d'archives, et du coup je m'étais rapproché de cette institution, en tout cas de l'association qui lui a fait suite à Nantes, pour voir où étaient leurs archives, s'ils le savaient, s'il y avait moyen de voir ces archives. Et puis en me rapprochant de cette institution, le directeur actuel de l'association qui a pris la suite de la congrégation à la fin des années 70 me dit « Vous tombez bien, la semaine prochaine, on va détruire le dernier bâtiment qui reste debout encore dans cette institution qui est en plein centre-ville de Nantes. » Derrière le lycée Guisteau, à côté du théâtre de la Salvasse que tu connais. Et ce dernier bâtiment qui est en fait le séchoir, parce que c'est en fait principalement une blanchisserie. On les voit dans le documentaire qui travaillent en sténodactylo. Bon, ça représente 2% des filles et des femmes. Principalement, c'est une blanchisserie qui lavait le linge du port de Nantes, des grandes casernes militaires et puis des grands hôtels et des grandes familles nantaises.
Et donc il y avait un séchoir pour sécher le linge. Et ce bâtiment séchoir, là, à la fois en pierre et en bois, assez impressionnant, devait être détruit. C'était le dernier bâtiment à être détruit. Et donc le directeur de l'association actuelle de protection de la jeunesse, toujours en contact avec certaines anciennes, et dans cette association, il y a des membres du conseil d'administration qui sont d'anciens, qui étaient déjà là du temps de la congrégation, me donne rendez-vous la semaine suivante pour assister, enfin pour visiter une dernière fois ce bâtiment de travail, en fait, dernier bâtiment qui allait être détruit. Et à cette occasion, j'ai rencontré André, qui était en fait invité ou convié en quelque sorte par les notables, on va dire, membres de ce conseil d'administration, pour venir témoigner en tant qu'ancienne de l'institution. Donc c'est la première fois que je rencontre André, et vraiment elle me livre, évidemment avec les témoins qui étaient là ce jour-là, un récit élogieux de son histoire aux Dames Blanches de Nantes, sans tache, sans ombre aucune, d'une institution qui l'a sauvée, parce que vous l'avez compris, c'était André est orpheline, elle arrive à 4 ans, oui, c'est ça, une petite fille abandonnée, qui n'a pas de papa, on est juste dans les années d'après-guerre, on est en 48, sa maman est visiblement en grande difficulté sociale, et elle arrive à 4 ans, ce qui est loin d'être le cas de toutes les filles dans ces institutions. Elle arrive toute petite en fait, et du coup elle n'a pas le même régime d'une certaine manière, c'est une préservée, comme on disait à l'époque. Oui, parce qu'il y a les préservées et les pénitentes. Exactement, les préservées et les pénitentes. Et elle est donc préservée parce qu'elle arrive orpheline. Et donc je rencontre André, et ce premier récit, évidemment, ne me semble pas très réaliste. Et puis surtout, on sentait bien la pression des regards de ces notables, encore une fois, qui étaient avec nous. Et donc on s'est donné rendez-vous plusieurs fois avec André pour se raconter cette histoire, et aussi commencer à la déplier, bien sûr, mais aussi pour s'assurer, en tout cas c'était mon intention, que, comment dire, qu'André était d'accord avec le fait de livrer son témoignage. Et ce qui n'allait pas forcément de soi, parce qu'en fait, elle sait que c'est une histoire sujette à controverse, elle en a bien conscience. D'ailleurs, dans son récit, on voit bien qu'il y a des moments où ça frotte, où elle dit à la fois sa reconnaissance et en même temps la souffrance, ou la difficulté d'autres filles, en disant toujours que elle, ça a toujours été bien, mais que d'autres parfois moins. Donc elle sait que c'est un sujet possiblement controversé. Elle ne veut pas s'exposer, ne souhaite pas s'exposer. Ça, c'est comme ça qu'elle le verbalise. Donc on a construit progressivement quelque chose en vérifiant qu'elle était toujours d'accord avec la démarche. Et au final, elle a été d'accord pour témoigner, mais pas à visage découvert, parce que voilà, pour elle c'est une forme de protection. Puis je pense que la présence d'une caméra, c'est aussi quelque chose d'un petit peu compliqué, parfois, très intrusif, ça peut l'être. Et voilà. Et donc il s'agissait vraiment, et je termine juste là-dessus, effectivement tu disais tout à l'heure de ne pas rejouer quelque chose qui s'était déjà joué dans leur histoire. Eh bien, pour nous il est important, et puis je sais que vous partagez cette idée-là, de ne pas solliciter les anciennes en leur faisant subir un nouvel interrogatoire, en leur demandant de se raconter de nouveau, que ce ne soit pas une nouvelle injonction, mais que ça vienne d'elles et sous la forme qu'elles choisissent et au moment où elles le choisissent. C'est pour ça qu'on construit aussi cette web-série dans la durée. Voilà, les choses viennent en leur temps. Certaines d'ailleurs, c'est pas le cas d'André, mais préféreraient utiliser l'écrit, donc peut-être qu'on va mettre en place des ateliers d'écriture, des choses comme ça. Donc voilà, on essaye vraiment de construire ensemble, sans parler à leur place et sans imaginer un dispositif à leur place, et en leur laissant voilà, tout le contrôle des opérations. Ce qui est très surprenant d'ailleurs dans le témoignage d'André, là, c'est que connaissant d'autres témoignages, d'autres survivantes, les conclusions ne sont pas du tout les mêmes. Et pourtant, elle dit des choses très fortes. Elle parle du silence qu'on entend, et c'est pas la première fois qu'on entend parler de... quand les femmes ont été enfermées là-bas et qu'elles en témoignent aujourd'hui, elles parlent beaucoup du silence complet qui leur a été imposé. Elles parlent de la cellule, qui est un cachot, voilà, dans lequel quand même elles étaient enfermées, qui est un véritable cachot, mais tu le diras mieux que moi. Là j'ai noté, elle dit j'ai vu des choses que je ne dirais pas. Elle dit quand même des choses très fortes et qui marquent une violence.
Et pourtant, on sent une empathie, Mhm. une sans doute sincère, enfin réelle empathie en tout cas envers les religieuses, envers sa maison, qui est pourtant une maison d'enfermement. Tu l'expliques comment? Est-ce que tu l'expliques? Est-ce qu'il faut l'expliquer? Justement, j'ai peut-être pas la prétention de tout expliquer. Bien sûr, ce ouais. que je dis peut-être, ou ce que je perçois moi en tout cas, c'est une femme, André, qui a décidé d'agencer sa biographie pour qu'elle soit acceptable ou tolérable pour elle, d'une certaine manière. Et on sent bien dans son témoignage qu'elle a pris le parti de la reconnaissance et de l'empathie à l'égard des religieuses qui, selon elle, l'ont sauvée de la misère. Alors d'une certaine manière, c'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'elle vient effectivement, et puis il faut imaginer la France des années 48, 1948, c'est une France encore rationnée, on est au sortir de la guerre. Nantes est un tas de décombres en 48 encore. Là, c'est une ville qui a été complètement bombardée par les Alliés à la fin de la guerre en 44. Donc c'est vraiment, le marasme, la sortie de guerre. Et cette sortie de guerre, elle dure longtemps, plus longtemps qu'on l'imagine aujourd'hui. Donc c'est vrai. C'est vrai, dans l'absolu, qu'elle a été sauvée d'une misère noire, probablement. C'est vrai également qu'elle a été probablement assez protégée dans cette institution, puisqu'elle n'y est pas entrée en tant que pénitente, comme tu le disais, mais en tant que préservée. Et donc, elle a certainement subi une discipline moins forte. On sent bien dans son témoignage qu'elle a réussi à se faire complice d'un certain nombre de sœurs, de sœurs, le terme est impropre d'ailleurs, il faudrait mieux dire religieuses en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sororité là-dedans. Et elle considère en tout cas que certaines religieuses sont un peu comme leur maman, c'est ce qu'elle dit. Ce qui effectivement est étonnant a priori. Et puis, elle considère aussi qu'elle a eu de la chance. Voilà, qu'elle a eu de la chance parce qu'elle a pu sortir assez vite de l'institution, être placée comme bonne à tout faire, comme on disait dans les années 50, chez une comtesse, chez un médecin, etc. Et donc, finalement, entrer dans la vie en n'étant pas complètement naïve, ce qui n'est pas le cas de sa sœur, dont elle dit qu'elle elle a eu du mal à la sortie parce que sa sœur, est restée dans l'institution pendant toute la durée de son internement, et enfin de son adolescence en l'occurrence. Donc c'est une femme qui accepte, mais je ne dirais pas qu'elle est complètement naïve ou passive face à ça. On sent bien, effectivement, parce qu'elle le signale, elle le signifie, qu'elle a vécu des choses difficiles. On sent bien que dans cette institution, tout n'a pas été rose. Elle assume cette posture qui est de dire je sais des choses, mais je ne le dirai pas. Je fais le choix de ce récit qui me convient, qui me permet d'être en cohérence finalement avec ma vie, qui me permet aussi finalement d'user de cette histoire comme une ressource possible pour moi, psychique, voire même sociale, puisqu'elle le dit bien, elle est restée en lien très longtemps avec la congrégation. Quand elle est mariée, quand elle a des enfants, elle dit « Mon mari, je l'emmenais voir les religieuses, c'est ma maison ». Je sais que je peux y retourner. Et effectivement, elle y retourne régulièrement. Alors aujourd'hui, cette congrégation, elle est un petit peu évanescente. Elle est un peu disparue parce que les religieux sont très âgés et puis elles sont ailleurs maintenant. Mais en tout cas, il y a toujours un groupe qui se constitue autour de cette institution dont elle fait partie. Elle continue à y participer. Donc pour elle, c'est aussi une ressource sociale, un support d'une certaine manière sociale, dont elle fait usage. Et en même temps, je pense qu'il n'y a pas besoin de lire entre les lignes dans son témoignage pour comprendre qu'elle a vécu des choses difficiles. Elle est capable de dire que d'autres ont vécu des choses plus difficiles qu'elle. Elle le reconnaît tout à fait. Donc elle n'est pas complètement dans l'angélisme, c'est le cas de le dire, par rapport à cette situation. Elle reste active. Oui, c'est pas ce qu'on entend dans son témoignage, l'angélisme. Enfin, je trouve pas. Oui, c'est ça. Ouais. Non, elle est au contraire, je pense, très lucide. En même temps, elle marque un choix qui est celui de dire, voilà, c'est mon histoire, moi je décide de la prendre comme ça. Ce qui interroge néanmoins quand on gratte un peu et quand on prend un peu de recul, c'est de voir quand même la violence symbolique qui s'applique sur la vie de cette femme. Elle dit bien qu'on lui a appris à détester sa mère dans cette institution, par exemple. Elle dit « J'ai demandé qui était ma mère quand j'ai commencé à être un petit peu grande. On m'a raconté. Et alors, et on sent bien qu'à partir de là, elle décide de couper les ponts, de ne plus lui parler et qu'elle a une relation très conflictuelle. Ça interroge quand même cette congrégation qui voue aux gémonies la famille d'André. C'est quand même assez étonnant. L'autre chose qui interroge, c'est
la trajectoire sociale de cette femme, André. On peut penser quand même que si elle était allée, on est dans les années 50, si elle était allée dans l'enseignement secondaire professionnel, technique, comme il existe à l'époque, elle aurait pu décrocher un CAP, quelque chose qui lui aurait permis de faire autre chose, probablement dans la vie, professionnellement. Mais ça, elle ne fait pas le lien. Elle accepte en quelque sorte son destin, même si on sent bien que son destin était très fortement marqué par le fait qu'elle soit peu éduquée dans l'institution. Elle le dit bien, elle le dit, les sœurs considéraient que j'étais pas très intelligente, donc du coup j'ai pas fait d'études, j'ai été placée comme bonne très tôt. Elle considère que c'est une chance parce que ça lui a permis de sortir de l'institution, mais socialement ça oriente sa trajectoire, ça c'est certain. Donc voilà, donc il y a quand même néanmoins des choses un peu systémiques comme ça qui interrogent, mais on comprend bien que la rationalité de cette femme, c'est d'accepter son sort et d'en faire un certain usage symbolique et social. Donc voilà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Par contraste, on peut inviter les spectatrices et les spectateurs à aller visionner le témoignage de Marie-Christine, qui elle aussi a été enfermée dans la même institution, puis dans d'autres à Angers, au Bon Pasteur aussi, au Bon Pasteur d'Orléans, et qui elle a une posture radicalement différente, qui est véritablement une posture de rebelle, qui s'assume et qui demande aujourd'hui des comptes et une réparation. Mais ces deux trajectoires sont intéressantes à regarder en miroir. Ouais. Qui nomme sa souffrance, Marie-Christine aussi. Tout à fait, oui, elle le dit, voilà, elle le verbalise. Enfin, on peut vous inviter à aller voir ce témoignage de Marie-Christine qui est effectivement très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires de votre part via le chat. Apparemment, on me dit que non. Ce qu'on va faire peut-être, c'est se dire au revoir et vous remercier de votre patience et de votre abnégation pour nous avoir suivis ce soir. Malgré les embûches techniques. Exactement. Je voulais remercier très chaleureusement nos camarades. Alors il y a Anaïs Arte qui n'est pas là et qui travaille avec des jeunes sur un projet futur là ce soir. Je voulais remercier Véronique Blanchard, qui est historienne au ministère de la Justice et avec qui on travaille toujours. Je voulais remercier également Arnaud Micelli, qui est réalisateur de cette web-série. D'un point de vue institutionnel, nous sommes bien évidemment soutenus à l'Université d'Angers, en particulier par le projet Enjeux, Enfance et Jeunesse, piloté par Yves Denecher. On peut également remercier l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse à Roubaix, qui nous soutient, la Fondation Françoise Tétart, l'Association pour l'histoire de la justice des mineurs. Et puis remercier ici l'équipe de tournage, vraiment bravo à vous, vous avez été très persévérants. Merci Benoît, merci Guillaume pour votre abnégation aussi. Et puis l'équipe du Mois du Genre, Cédric qui est derrière les manettes, Cédric Pacro, et puis Justine Malo qui rédige les commentaires bibliographiques sur le site. Alors à très bientôt pour des nouveaux rendez-vous du Mois du Genre, en particulier ce lundi là, à 18h30 avec la projection d'un documentaire N'être ni fille ni garçon, un documentaire sur la question de l'intersexualité, suivi d'un échange entre Aline Vignon-Barrault, qui est professeure de droit ici à l'Université d'Angers, et puis Régis Coutan, qui est pédiatre au CHU et également enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. Donc retrouvez-nous rapidement sur le site du Mois du Genre. Et puis on vous invite évidemment à compléter votre exploration de cet univers des mauvaises filles en allant voir la web-série mauvaise-fille.fr avec ces nouveaux portraits qui sont sortis aujourd'hui. Merci beaucoup Servane. Merci David. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.